Donc si on prend par exemple le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, Alzheimer, hypertension artérielle, 80%, voire 90% des cancers sont liés au style de vie aujourd'hui. Ils sont en grande partie évitables, mais encore faut-il mettre les bonnes choses de son côté, quoi. Salut Wilfried, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. On a un petit peu Salut parlé Jack. en off et c'est quand même très très cool de se retrouver enfin en direct puisque ça fait je pense des années maintenant qu'on se côtoie sur YouTube puisque tu as une chaîne Bmove qui est installée depuis plus longtemps que la mienne. J'ai vu que tes premières vidéos datent d'il y a 8 ans, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais, comme tu dis, on est deux dinosaures maintenant sur la partie nutrition. Clairement, ouais, moi aussi je suis ta chaîne parce que je trouve que c'est une des meilleures chaînes sur la nutrition. Sur le game, on va dire francophone. Donc ouais, on est sur la même longueur d'onde et c'est vrai qu'on se côtoie, pareil par message, mais on s'était jamais parlé avant. Ouais, et puis l'anecdote c'est que du coup moi à la base ma chaîne elle a été créée pour le CrossFit et que tu es crossfitter pas à tes heures perdues, tu es carrément crossfitter pour de vrai je pense. Ouais, ouais, je fais 5 sessions par semaine. Donc ouais, c'est mon sport passion, hein, clairement. Ah, excellent. Bmove, ça existe depuis 8 ans, ça s'appelait déjà comme ça à l'époque. Ouais, ouais, ça fera 9 ans en janvier. Wow. Donc ouais, ça s'est toujours appelé Bmove, ouais. Et la mission de Bmove, bon, j'ai cru comprendre que c'était sur l'alimentation paléo, mais c'est quoi la mission de Bmove, le big picture? La grande mission, c'est de vaincre les maladies de civilisation. C'est-à-dire les maladies qui sont en grande partie arrivées par notre style de vie, par le fait qu'on ne respecte pas ce pourquoi nos gènes sont faits. Donc ça parle effectivement d'alimentation. Ça implique aussi l'activité physique, le sommeil, le mental, chose que je parle un peu moins sur ma chaîne parce qu'en fait je me suis vraiment spécialisé sur la partie alimentation. Mais clairement en fait voilà, il faut travailler sur les 4 piliers de la santé pour vaincre ces maladies de civilisation qui sont en grande partie pas fatalistes on va dire, quoi. Ok, donc les 4 piliers de la santé, et avant ça, tu parles des maladies de civilisation. Est-ce que tu peux Ouais. expliquer ce que c'est les maladies de civilisation? C'est pas quelque chose qui est toujours très bien compris, C'est ça. vrai. Alors, maladies de civilisation, pour moi, ce sont des maladies qui ont donc rapport à notre style de vie. Donc, on peut dire par exemple une mauvaise alimentation, une alimentation inflammatoire, un sommeil de mauvaise qualité, du stress chronique, de la sédentarité. Donc, si on prend par exemple le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, Alzheimer, l'hypertension artérielle, les problèmes cardiovasculaires. Même s'il y a une part de génétique, clairement, on va pas se mentir, chez beaucoup de personnes, il y a aussi le style de vie qui va en grande partie impacter l'émergence de ces maladies. Et on se rend compte que si je prends l'exemple des cancers, hein, les cancers, 80%, voire 90% des cancers sont liés au style de vie aujourd'hui. Donc clairement, ils sont en grande partie évitables, mais encore faut-il mettre les bonnes choses de son côté, quoi. C'est un truc sur lequel je vais insister parce que c'est totalement méconnu et j'en ai pas trop souvent parlé sur ma chaîne, mais je vais t'expliquer. En fait, si tu veux, moi, ma mère est morte du cancer quand j'étais jeune et c'est un truc de fou parce que j'ai vraiment ce souvenir. Maintenant, j'étais jeune, hein, donc tu sais, c'est toujours un peu brouillé, mais j'ai ce souvenir que le cancer, c'était bad luck. Tu vois, c'était pas de Ah, chance, complètement, quoi. hein, complètement. C'était, voilà, ça t'est tombé dessus, tu vois. Et puis en fait, maintenant que j'étudie tout ça, je me rends compte que pas du tout. Alors oui, il y a des facteurs génétiques. Bien Oui, sûr. clairement, il y a des prédispositions. Mais le déclencheur, c'est ton environnement. C'est Tout ça à qui est fait. dingue. Et quand je dis ton environnement, c'est comme tu le dis, le stress, le sommeil, l'alimentation. Et on sait, puisque j'ai interviewé récemment un survivant du cancer, qu'on peut le guérir grâce Ouais. à l'alimentation. Et en fait, surtout grâce à son corps qui est capable de faire le travail quand on lui laisse la possibilité de le faire. Est-ce que tu Tout à peux fait. nous en dire plus sur cette idée du cancer et d'autres maladies qui sont comme ça vraiment des drames de société Ouais. qu'on pourrait peut-être éviter grâce à notre façon de manger et de faire? Alors pour la petite histoire aussi, du coup, moi je connais aussi le cancer, pas à titre personnel, mais mon grand-père est mort d'un cancer des poumons, donc ça a touché ma famille aussi. Mais lui pareil, en fait, il a été fumeur dans sa vie assez longtemps. Et à l'époque, il était électricien, il bossait dans des environnements qui étaient assez riches en amiante. Donc voilà, on va dire que Ouais. là, il n'y a clairement pas le facteur pas de chance, hein. Clairement, son environnement a beaucoup joué. Mais au-delà de ça, en fait, parce que c'est un cas particulier, au-delà de ça, clairement, aujourd'hui, si tu as un environnement qui est toxique pour ton corps, donc ça implique l'alimentation, donc je vais pas t'apprendre, hein, si tu as une alimentation qui est plutôt inflammatoire, donc plutôt riche en oméga 6, en céréales, en aliments ultra transformés, que tu manges inversement très peu de produits bruts, riches en oméga 3, riches en micronutriments, que tu as un sommeil de mauvaise qualité parce que tu es stressé. Et justement, le stress chronique
il te ravage parce que voilà, tu as un métier qui est stressant, tu as peut-être des problèmes au boulot, tu fais du métro boulot dodo et tu n'as pas le temps de faire du sport. Bah voilà, en fait là, je pense, alors c'est un gros cliché ce que je viens de dire, hein. Clairement, j'ai mis des gros clichés, mais je pense que beaucoup de personnes pourront s'y retrouver aussi. Le stress chronique, le pas temps de faire du sport, je mange un peu comme je peux parce que j'ai pas le temps de faire à manger, et puis de toute façon, voilà, j'y connais pas grand-chose en pure alimentation, bah là, tu mets pas toutes les choses de ton côté pour avoir un corps qui est en bonne santé. Et le cancer, en fait, lui, il va plutôt naître sur un environnement inflammatoire. Il faut savoir que l'inflammation, elle est propice au cancer. En fait, l'inflammation donne tout ce que le cancer a besoin. Ça donne déjà un environnement inflammatoire. Or, le cancer a besoin de l'inflammation parce que ça apporte beaucoup plus de micronutriments. Une cellule cancéreuse est extrêmement gourmande en glucose, en oxygène. Donc elle a besoin d'avoir un flux extrêmement important de glucose. Donc c'est pour ça qu'elle va notamment créer beaucoup de ramifications en termes de vaisseaux sanguins. Une cellule cancéreuse est beaucoup plus ramifiée qu'une cellule normale. Une cellule cancéreuse, comme elle ne meurt pas aussi, elle a des besoins gigantesques en termes de micronutriments pour du coup créer d'autres copies d'elle-même jusqu'à pouvoir métastaser. Bref, voilà, une cellule cancéreuse, on va dire, elle fait son lit, on va dire, sur un environnement inflammatoire. Et donc, si aujourd'hui tu as un environnement qui est pas bon à ce niveau-là, eh ben, statistiquement, et on parle bien de statistiques, hein, statistiquement, tu as plus de probabilité de déclencher un cancer. Bien sûr. Et Fred, donc qui a été diagnostiqué en septembre 2020, cancer du côlon stade 3, limite 4, donc on est à un moment où c'est plus rigolo, quoi. Lui, il dit le cancer, il dit il n'y a pas de cancer sans inflammation chronique. Bien sûr. Pour lui, c'est vraiment évident, quoi. La première chose, c'est l'inflammation chronique. Donc, pour toi, tu relèves 4 piliers. Si j'ai bien compris, le stress, le sommeil, l'alimentation et le mouvement. Est-ce que c'est ça? Exactement, c'est ça, tout à fait. Exactement. Et donc, hors de ces 4 piliers, on peut commencer avec ce que tu expliques avec l'alimentation. Donc, le lit de l'inflammation, pour toi, c'est très riche en oméga 6, céréales et aliments transformés. Je voudrais juste qu'on l'explique un petit peu ce que ça veut dire au quotidien. Ces mots-là, parce que moi j'ai mangé comme ça pendant des années. J'ai été adolescent propulsé dans une vie avec mon frère, donc on était 2 ados qui vivaient ensemble sans parents. Alors je sais pas si t'imagines comment on mangeait, mais c'était rock'n'roll. Ambiance kebab, non? Voilà, exactement. C'était pizza surgelée, tout le truc. Enfin voilà, on a tout connu, quoi. Et en plus, moi, j'aimais bien faire la fête et tout. Donc, c'était vraiment quelque chose de très particulier. Et donc, oméga 6 transformé céréales, moi, je sais très très bien ce que c'est. Mais au quotidien, c'est pas évident. Qu'est-ce que les gens peuvent identifier dans leur alimentation qui correspond à ce qui est pour toi 3 des piliers de l'inflammation, donc oméga 6, céréales et aliments transformés? Donc, si on fait du concret, donc ça commence le matin. Le matin, aujourd'hui, si tu regardes un peu le petit déjeuner habituel dans le monde occidental, ouais, on va pas se mentir, c'est quand même en très grande partie composé de céréales. Moi, mon ancien petit déjeuner traditionnel, avant de m'intéresser à l'alimentation, c'était un grand bol de lait avec du Benko, je crois que ça s'appelait à l'époque. Benko, et puis des céréales, ça peut être de la brioche, du pain, des croissants, confiture, voilà. Donc tout ce qu'il fallait pas, et c'est bizarre, à l'époque j'avais pas mal de problèmes de santé, acné, rhinite, allergie, enfin bizarre quoi. Donc enfin ça aujourd'hui c'est le petit déj quand même traditionnel de beaucoup de Français quoi, le côté céréales le matin. Or, en fait non. Qu'est-ce qui fait qu'on prend des céréales le matin? C'est juste par habitude parce que moi j'en prenais quand j'étais petit en fait. Voilà. Mais aujourd'hui rien t'empêche de prendre on va dire peut-être pourquoi pas du salé, un peu à la méthode anglaise quoi. Ça peut être des œufs, ça peut être des choses beaucoup plus light aussi comme alors si on reste sur des céréales un peu moins problématiques, ça peut être flocons d'avoine, c'est un peu moins problématique que le blé par exemple. Tu vois, si je dirais à une personne d'y aller étape par étape, ce serait de convertir par exemple sa baguette de pain avec des flocons d'avoine et du lait d'amande. Donc tu vires en fait le lait de vache, tu vires les céréales type blé qui sont très souvent problématiques à cause du gluten, à cause de tout ce qu'elles comportent. Voilà. Éviter aussi tout ce qui est aliments à index glycémique élevé. Donc tu vas pas consommer un verre de jus d'orange parce qu'on va pas se mentir, hein, pareil dans le déjeuner un peu occidental, il y a le bon verre de jus d'orange. On n'a pas le temps de le faire parce que voilà, le matin on est speed, donc on prend une brique qui est toute faite et dans la brique forcément t'as pas de fibres, t'as rien, t'as juste du jus d'orange lambda. Donc au lieu de boire du jus d'orange, tu prends un fruit entier.
une pomme, une orange, un kiwi, une banane. Voilà, donc tu prends des aliments entiers, non transformés. Pourquoi pas aller vers le salé, donc manger des œufs aussi, ça peut être une très bonne idée. Tu vois, les œufs le matin, c'est génial parce que les œufs, souvent, on dit c'est le monde du salé. Mais oui et non, en fait, l'œuf n'est ni salé ni sucré quand il pense, en fait. Ça va dépendre de ce que tu mets avec. Moi, par exemple, souvent, je me fais une omelette sucrée. Alors, quand je dis sucrée, c'est parce que je mets pas d'aliments salés avec. Je mets, par exemple, des rondelles de banane, je mets du curcuma, je mets de la cannelle, et je mets du cacao. Et tu cuis tout ça Ouais, je mets du cacao 100% donc, dessus pour faire le côté un ça peu doit être gourmand. bon, ça. Ouais, donc tu coupes tes bananes en rondelles, tu les fais revenir dans l'huile de coco, pas à haute température pour pas que ça grille, mais juste pour que ça t'aies un peu de cuisson quand même. Ensuite, tu bats tes œufs en omelette, tu mets tes œufs du coup sur la banane qui est en train de revenir dans la poêle. Et puis souvent avec l'œuf, j'ai mis des super épices, genre j'ai mis du curcuma ou du gingembre, qui sont des épices anti-inflammatoires et qui apportent plein de bienfaits pour la santé. Et pour le côté encore plus gourmand, tu saupoudres légèrement de cacao à 100%, hein, pas du Nesquik ou du Benko, du vrai cacao à 100%. Ouais. Et ça te fait une omelette en fait qui au final a un indice glycémique qui est plutôt bas, qui est riche en protéines, riche en bons lipides, surtout si tu as des bons œufs. Et c'est un petit déjeuner, on va dire, plutôt anti-inflammatoire. Ouais, et puis rapide et pratique, quoi. Parce que ça se fait en 10 minutes maximum. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est prêt en 10 minutes et j'imagine très très bien que ça peut se couper, s'embarquer au travail et se manger froid. Et ça se décline dans plein de versions. Ça se décline dans plein de versions. Tu peux faire plein de variations différentes, des fruits différents, des épices différentes. Tu mets le nombre d'œufs que tu veux. Tu peux en mettre que 2 si t'as pas très faim. Tu peux en mettre 4 si t'as besoin de beaucoup d'énergie, beaucoup de protéines pour ta journée. Tu fais ce que tu veux avec ce petit plat que je recommande très souvent. Tu vois, c'est un truc sur lequel je veux insister une seconde, c'est que c'est deux choses. Tu vois, la première, c'est ce côté faire un peu mieux, tu vois, parce que très souvent, le problème, c'est que quand on pense régime paléo ou ce que moi j'appelle l'alimentation anti-inflammatoire, etc., et que mon petit déjeuner, c'est du pain, de la confiture, un café sucré et un jus d'orange, je me dis, mais en fait, tu sais, moi très souvent, quand j'explique ce que je mange pas, les gens me disent, mais alors tu manges quoi? Eh ben oui. Non, mais ça, on est pareil là-dessus. C'est un truc de fou. Et je dis, mais je mange tout le reste, tu te rends pas compte, en fait, il y a moyen de manger 1 million de trucs, tu vois, c'est juste qu'on a vraiment perdu l'habitude. Et donc, au lieu de passer de ça à le truc super anti-inflammatoire, super compliqué, machin et tout, à organiser, à manger, je trouve que voilà, typiquement l'omelette sucrée, c'est vite fait, c'est bon et c'est tellement mieux. Et même le bol de flocons d'avoine au lait d'amande avec des morceaux de fruits entiers, pour ma part, c'est pas le petit déjeuner idéal, mais c'est tellement mieux que des frosties avec du lait de vache UHT, quoi. Tu vois? Exactement. Donc ça, je suis 100%, mais vraiment 100% d'accord avec toi. Et puis la deuxième chose, c'est ce côté pratico-pratique, où je pense que ça, c'est ce que tu viens de faire, c'est très fort en fait. C'est de proposer une alternative facile, agréable. Ça va être clairement bon, tu vois. Moi, je dis toujours que ça doit être naturel, pratique et agréable. Ouais. Voilà, le plus naturel possible. Pratique parce qu'il faut que ça rentre dans ton mode de vie, parce que sinon tu le feras pas. Et agréable parce que si tu détestes ton petit-déj, il y a beaucoup de chances que tu retournes très vite vers ton pain avec ta confiture, quoi. Exactement. Non, puis ouais, il faut prendre du plaisir, ça c'est super important parce que si tu passes à une alimentation santé, mais que c'est une corvée en fait et que tu te dis en fait c'est chiant, c'est pas très goûtu, bah, ça va durer 3 jours quoi. Après tu vas revenir à ton plat d'avant. Donc il faut y prendre vraiment du plaisir et te dire limite, waouh, mais c'est super bon et comment je faisais avant pour manger le plat que je mangeais qui était pas bon et qui était un peu de la merde en fait quoi. Comparativement, c'est pas bon quoi. Donc non voilà, le plaisir de faire partie intégrante du switch quand tu opères une bascule vers l'alimentation santé, il faut y prendre un maximum de plaisir, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, d'où l'intérêt voilà, des bananes qui sont un petit peu cuites, du cacao pour le côté gourmand, etc., quoi. Donc là, tu nous as fait un petit déjeuner, je trouve ça hyper cool. Ok, donc on continue la lutte contre les oméga 6, les céréales et les produits transformés. On arrive sur le repas de midi, par exemple. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, le repas du midi, moi, j'irais vers quelque chose qui est pareil, très simple, parce que j'imagine quelqu'un, toi, qui est... soit qui rentre chez lui, ou une maman, toi par exemple, qui a pas trop le temps parce que les enfants à chercher à l'école, etc. Donc on prendrait quelque chose qui est simple, c'est par exemple sardines à l'huile d'olive en boîte, tu vois, un truc pas compliqué que t'as chez toi, qui dure très longtemps, qui se conserve des années. Donc sardines à l'huile d'olive, j'ai bien l'huile d'olive, hein, pas l'huile de tournesol, à l'huile d'olive, si possible, voilà, pêcher en haute mer, pêche respectable, etc., etc. Pourquoi? Parce que la sardine en fait est un des aliments les plus riches en oméga 3. Ce sont des oméga 3 naturels hein, qui sont directement dans le poisson.
Souvent, les sardines, quand elles sont bien gérées, il y a très peu de perte d'oméga 3. Malgré qu'il y a une légère petite cuisson pour la conservation, t'as pas Ouais, une mais c'est à la vapeur, je dégradation. pense, c'est assez doux. Hein. Voilà, t'as pas de dégradation comme une cuisson à haute température. Tu vois, si tu prends une sardine grillée, là c'est mort. Il n'y a plus d'oméga 3. Ils ont disparu parce que les oméga 3 sont extrêmement fragiles, sensibles à la chaleur. Les sardines classiques à l'huile d'olive, en général, t'as une bonne proportion des oméga 3 qui restent. En plus, ce sont des bonnes protéines. Hein. Dans les sardines, t'as des excellentes protéines, t'as des bons lipides. Après, avec, du coup, on va mettre des légumes. Alors pareil, encore une fois, je fais la version rapide. Hein. C'est pas la version où on fait 1 heure de repas. C'est version speed, mais version saine. On va prendre des légumes surgelés. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas aller dans ta grande surface et tu vas prendre des légumes surgelés. Donc des légumes qui ont été, en général, mis sous sachet très peu de temps après leur cueillette. Ce qui fait que tu as une conservation des micronutriments qui est plutôt bonne. Et le gros avantage, c'est que tu n'as pas à t'embêter à couper les légumes, les éplucher, et se dire ah, il y a mon poivron qui fait 3 semaines qu'il est sur mon plan de travail, il est mort. Ma courgette, voilà, faut que je l'épluche, ça me saoule. Là, en fait, tu ouvres le sachet, tu mets dans ta poêle, tu mets de l'huile d'olive, une bonne huile d'olive, première pression à froid. Hyper important, tu vas mettre des épices aussi parce que les légumes surgelés en fait pourraient être un peu fades de base. Ouais, Donc ça n'a pas des beaucoup de goût. Hein. épices, voilà, des épices comme du poivre, du thym, du curcuma. Je regarde sur mon étagère, j'ai plein d'épices là. Ça peut être du thym, ça peut être du basilic, ça peut être du cumin. Enfin voilà, il y a enfin les épices c'est Moi, un je mets monde des mélanges extraordinaire. d'herbes de Provence, je trouve ça trop bon. Voilà. Donc là, Ouais. c'est infini. Donc tu mets une bonne dose d'épices. En plus, les épices en général sont plutôt aussi anti-inflammatoires, donc c'est plutôt cool. Et là, en fait, l'avantage, c'est que tu vas avoir des légumes en relativement grande quantité qui seront du coup goûtus parce que tu as mis ton huile d'olive, parce que tu as mis tes épices. Donc, ça aura du goût. Attention, ce sera toujours moins bon que des vrais légumes frais que tu as achetés, Ouais, qui c'est ont été clair. cueillis, Ouais, ouais. qui sortent du jardin, tu vois. Mais là, je parle pas d'un monde idéal. Je parle de monsieur et madame tout le monde qui est un peu speed et qui veut passer à l'alimentation santé. On est bien d'accord. Hein. Je Mm. fais la version pas parfaite, mais mieux que rien. Ouais, la version d'introduction, quoi. Ouais, c'est très bien. Voilà. C'est très bien. Mhm. Donc là, en fait, avec ça, sardines à l'huile d'olive plus légumes surgelés, épices, huile d'olive là aussi, tu vas avoir pour moi un plat qui va être super sain. Tu vas manger des fibres, tu vas manger plein de micronutriments, tu vas manger des bonnes protéines, tu vas manger ton lot d'oméga 3. Et ce sera beaucoup mieux que, allez, on va dire le steak de base que tu as acheté 5 euros, les 10 steaks, tu vois, qui viennent d'une usine à créer de la viande, hein, limite, ces steaks de merde en fait sont souvent des produits de très très mauvaise qualité parce qu'ils viennent d'animaux qui ont été élevés en batterie. Ce sont des steaks qui n'ont aucun On te goût. met les moins bons morceaux. Voilà, exactement. Qui, quand tu mets dans la poêle, ça pisse l'eau tellement qu'il y a de l'eau dedans pour augmenter artificiellement le poids. Et puis souvent, les gens après, ils vont mettre quoi? Ils vont mettre des pâtes, ils vont mettre du riz, ils vont mettre. Qu'est-ce qu'il y a comme chose que les gens mettent habituellement Des pommes de enfin, terre. Ouais, pommes de Ouais. terre, voilà. Et du pain, Donc, hein. Beaucoup de pain. voilà. Hein. Et du pain, bien sûr, pour saucer la sauce. Donc, ce plat qu'on vient de décrire, en fait, il est plutôt inflammatoire. Dans la viande, tu vas avoir beaucoup d'oméga 6, tu vas avoir des protéines de mauvaise qualité, tu vas avoir donc des produits à index glycémique élevé, tu vas avoir quelque chose qui va faire, qui va faire que ta santé va se dégrader au fur et à mesure. Si tu prends une fois, c'est pas gênant, clairement. Mais si c'est ton repas traditionnel, en fait, tu vas avoir une santé qui va se dégrader au fil du temps. Donc voilà, Ouais, tu mets donc une c'est ça. alternative. Typiquement le sandwich jambon fromage de pas super qualité que tu prends à emporter là en vitesse, c'est pas l'idéal quoi. Ah non, clairement. Là, tu vas avoir index glycémique élevé, produits de très faible qualité, dans tout ce qui Protéines est inflammatoires de partout. Voilà. Ouais, on est d'accord. Ok, donc là, moi je m'imagine avec mon plat de légumes, mes sardines et mon huile d'olive. Moi, je suis ravi. Hein, j'adore ça. Je trouve ça Pareil. super bon et tout. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais si je mange ça, j'ai la dalle. Alors déjà, bah écoute, si une boîte de sardines, ça ne te suffit pas, donc déjà voilà, sardines, je dirais pas que c'est dur à digérer, mais c'est quand même Ah, consistant. mais c'est quand même, nourrissant. sardines. Ouais. Mhm. Eh ben t'en prends deux. Tu prends 2 boîtes de sardines, là, bon courage pour digérer ça. Et puis voilà, l'avantage du sachet de légumes, c'est que tu peux doser comme tu veux, quoi. Donc si jamais, je sais pas, tu t'as mis 300 grammes de légumes, bah, tu mets 400 grammes, 500 grammes. C'est Enfin, je ça. veux dire, même tu prends une plus grande assiette. Si jamais tu manges pas assez, tu prends une plus grande assiette. En fait, souvent les gens, tu vois, ils disent, j'ai pas mangé assez parce que ils sont tellement habitués à avoir des plats comme les pâtes, par exemple, qui te tabassent l'estomac. Tu vois, quand tu prends un plat de pâtes, t'es tellement
assommés par ce que tu as mangé que pour eux, c'est leur référence. Or, pour moi, on doit sortir de table, tu dois être relativement léger. Tu vois, tu sens que tu as mangé quand même, on est d'accord, hein, t'es moins light qu'avant le repas, mais tu dois pas être tabassé, tu vois, limite, tu dois pouvoir avoir de l'énergie pour bosser, pour faire ce que tu veux, quoi. Et surtout sur le temps de midi, pour moi, tu vois. Surtout Ouais, sur le temps de midi, où on sait que le plus gros coup de barre de la journée, en général, c'est vers 14 heures. Donc, exactement. pour moi, finalement, ça devrait presque être le repas le plus léger de la journée, en fait. Ça devrait être vraiment le repas où, comme tu dis, tu sors en disant, OK, j'ai pris ce qu'il me fallait, mais pas plus, tu vois. Ouais, voilà. Il y a cette phrase que j'aimais bien en anglais, comment est-ce qu'ils appelaient ça? Comfortably full. Donc, rempli confortablement, tu vois. Ouais, Et pas à ce moment, comme tu dis, où t'es, oh, j'en peux plus et tout. Parce que ça va se payer. Ça va se payer en fatigue, ça va se payer en mauvaise digestion, ça va se payer le repas d'après. Et puis, ces signaux-là que les pâtes vont t'envoyer, c'est aussi cette satiété rapide que les glucides vont te donner. Mais par contre, c'est la différence entre la satiété immédiate et la satiété qui dure. Donc, quand tu vas manger les pâtes, le pain, etc., effectivement, tu vas très vite te dire, quel régal, j'ai eu mes glucides, je vais mieux. Mais par contre, 1 heure ou 2 après, c'est la catastrophe. Ouais. Versus les sardines avec l'huile d'olive et les légumes, où sur le moment, c'est vrai que tu as moins ce côté, c'est vrai que tu as moins ce côté satisfaisant immédiat. Par contre, pendant les 3-4 heures après, t'es cool, t'as une bonne énergie. Et ça, c'est vraiment aussi, je trouve, un gros switch avec l'alimentation plutôt paléo comme tu la proposes. Ouais. Et en fait, tu vois, le plat de pâtes qu'on décrit là, ça remplit, mais ça ne nourrit pas. Exactement, Ça remplit, mais ça ne nourrit pas. Donc tu te Et sens ça, c'est plein. le principe des aliments transformés, quoi. Exactement, Finalement. voilà. Le but, c'est faire plaisir au papy, mais pas faire plaisir au corps d'un point de vue purement santé, quoi. Et c'est le problème justement de ces plats, en fait, c'est que ils sont appétants, tu vois, ils sont palatables, comme on dit, ça donne envie, mais en fait derrière, en fait, en termes de micronutrition, bah, t'as pas grand-chose, en fait, quoi. Un plat de pâtes, c'est des glucides avant tout, quoi. Donc, Exact. donc tu vas te payer une grosse hypoglycémie réactionnelle en fait quelques heures après. Et là, t'as qu'une envie, c'est d'être sur ton canapé, te coucher. Et là, en termes de productivité, enfin nous, on sait bien ce que c'est la productivité. T'es pas dedans en fait, quoi. T'as qu'une envie, c'est arrêter puis de faire autre chose en fait, quoi. Ouais, et indépendamment du fait d'être, tu vois, des gens comme nous qui vont loin être productifs parce qu'on est indépendant, etc. Je pense même si t'es entre guillemets dans un job assez comment dire ça, même peut-être un peu monotone, le fait de se sentir fatigué et d'avoir quelque chose à faire, c'est super désagréable. Ah bah oui. Je veux dire, moi, c'est une sensation que je déteste. À chaque fois que j'ai des coups de barre en milieu de journée, je me dis, mais plus jamais, quoi. Parce que je suis là, je me traîne, j'ai envie de dormir. C'est vraiment un sentiment que je trouve extrêmement désagréable. Moi, une des choses contre lesquelles je lutte, l'alimentation que je prône, je l'appelle l'alimentation énergie. En fait, c'est très simple. Je veux avoir la pêche toute la journée et le soir, je veux être défracté. Je veux être mort. Le soir, je vais dormir, tu vois. Versus être un peu comme ça, oui, non, toute la journée. Le soir aussi, tu sais pas s'il faut aller dormir, pas aller dormir, tu vois. Et je pense sincèrement que, en plus, l'être humain, de ce que j'ai pu observer, rechercher, comprendre, l'être humain, il a évolué comme ça. Actif la journée, repos la nuit. Bah en Et fait, pas, c'est juste que tu suis tes rythmes circadiens en fait. Tu suis ce pourquoi tes gènes t'ont programmé. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de gens viennent me voir en disant voilà, moi je travaille de nuit, t'as des conseils pour moi? Bah malheureusement, je suis change de désolé. boulot. Voilà, désolé à dire, mais premier conseil, arrête de travailler la nuit. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, nanana, Bien sûr, bien je sûr. sais. Mais on pourra donner tous les bons conseils du monde, tous les petits hacks et compagnie. Le fait de travailler la nuit et de dormir le jour, ce sera toujours quelque chose qui sera très néfaste pour la santé parce qu'on n'est juste pas programmé pour ça en fait, quoi. Quand je reprends ton repas de midi dont tu viens de me parler avec donc les sardines à l'huile d'olive et les légumes, dans l'alimentation anti-inflammatoire telle que toi tu la proposes, est-ce que je peux ajouter un peu de patate douce? Carrément. Ah bah alors moi je suis pas du tout anti-glucides, hein. Beaucoup de gens qui d'ailleurs m'écoutent pourraient penser que je suis pas pro-glucides, or c'est faux. Je suis plutôt low carb, c'est-à-dire faible en glucides, mais glucides de qualité. Quoique d'ailleurs, petite parenthèse, quand je dis low carb, c'est low carb relative. C'est pas low carb absolu. Parce que quand on dit low carb absolu, ce serait dire grosso modo, consomme moins de, allez, on va dire entre 50 et 100 grammes de glucides par jour. Mais ça veut rien dire en fait. C'est-à-dire que cette valeur-là, elle est valable pour monsieur et madame tout le monde, un peu tel qu'on l'a décrit dans le cliché qu'on l'a décrit précédemment. Après, il faut adapter ce low carb en fait par rapport à ton niveau d'activité physique. Tu vois, par exemple, moi qui fais 1 heure de crossfit par jour, 5 fois par semaine, clairement, je dois être peut-être plus proche des 100 grammes, voire des fois même un peu plus que plus proche des 50. Parce que j'ai des besoins en termes d'énergie qui sont plus importants.
Non, c'est pas ça que Ce qui reste, je me permets juste de le dire, ce qui reste très très bas. 100 grammes de glucides, c'est très très bas par rapport à ce que la moyenne des gens mangent. Je veux dire, 100 grammes de glucides, moi c'est ce que j'avais à probablement 11 heures du matin avant. Tu vois ce que je veux dire? C'était un truc de fou. Donc effectivement, ça reste du low carb, mais c'est pas non plus du cétogène où là on va être vraiment encore beaucoup beaucoup plus bas. Et je veux vraiment insister avec toi, adapté à l'activité physique. Je pense qu'une erreur qu'on a faite, et surtout corrige-moi si tu vois autre chose, on a mis les céréales et les féculents à la base de la pyramide alimentaire. Donc on a mis ces céréales et ces féculents qui déjà n'ont jamais été à la base de la pyramide alimentaire pour commencer, mais on les a mis à la base de la pyramide alimentaire alors que la sédentarité n'a jamais été aussi élevée. Alors que les glucides, c'est ça. Et on s'étonne qu'on a un niveau d'obésité et d'inflammation et de machin. Alors, il n'y a pas que ça, on est bien d'accord. Mais tu peux pas te dire que le carburant le plus instantané et le plus puissant que le corps connaisse, ce sont les glucides. Et ce carburant, quand il y en a trop, on le stocke sous forme de graisse. Ok. Et tu me dis, moi je reste assis toute la journée, machin, et parfois je fais 1 heure de sport à droite à gauche, et je mange glucides 4 fois par jour. Tu sais que pour mon fils, j'ai regardé l'alimentation préconisée par donc ce qu'on appelle chez nous l'ONE, donc je crois que c'est l'organisme national des enfants, un truc comme ça. Okay. 4 portions de féculents par jour, je suis supposé lui donner. Alors oui, mon fils est très actif, évidemment, plus que moi, bien entendu, puisque lui, tu sais, il joue, il court, et voilà, tout le temps. Ok. Mais 4 portions de féculents par jour. Et je te jure, j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, on programme des obèses. On programme des obèses. Aujourd'hui, on mange tel qu'on mange parce que, en fait, c'est aussi en grande partie parce que c'est l'héritage de comment on mangeait quand on était petit, en fait. Donc, exact. Donc clairement, aujourd'hui, les parents qui nous écoutent, faites attention à comment vous nourrissez vos enfants parce que vous leur donnez en fait des clés aujourd'hui pour comment ils vont se nourrir plus tard. Vous avez une responsabilité à ce niveau-là qui est assez importante, quoi. Tu sais, moi, j'ai pris le petit déjeuner au bol de céréales avec le lait, canette de soda la journée, galette de riz au chocolat, tartine à midi, donc le pain chez nous, etc., etc. Tu vois, donc c'était sucre toute la journée, 5 fois par jour. Et ça a été, et c'est toujours maintenant, une galère pour en sortir. C'est un truc de fou. Changer ça, c'est vraiment quelque chose. En fait, chez moi, c'est parce que c'est devenu une nécessité. En fait, j'ai eu donc une prise d'antibiotiques qui m'a détruit l'intestin, syndrome de l'intestin irritable, dont je serais très content de parler avec toi d'ailleurs juste après. Et donc, nécessité de changer. De plus, j'ai été grassouillé pendant toute mon enfance, mon adolescence et mon jeune adulte. Et du coup, je me suis dit à un moment donné, c'est bon, ça suffit, tu vois. Et donc, je me suis effectivement attaqué à céréales, produits laitiers et tout le truc. Mais c'est parce que ça a été une nécessité et du coup, je l'ai fait à ce moment-là parce que nécessité fait loi. Mais je pense que si tu as, comme tu le dis, 20, 25, 30 ans et que tu es plutôt mince parce que tu fais du sport ou parce que génétiquement, tu as un avantage là-dessus, parce que ça, c'est quelque chose qui est très clair, il y a des gens qui ont un avantage là-dessus, tu te dis, parce que ça, c'est un truc qui est dingue. Les gens se disent, si je suis mince, je suis en bonne santé. Rien à voir. C'est faux. C'est faux. Si tu es mince, tu as l'air en bonne santé. Ok, et tu as l'air sportif. Tant mieux. Ça ne veut pas dire que tu es en bonne santé. C'est faux. Le taux de masse grasse est un indicateur parmi tant d'autres, mais c'est pas le seul indicateur, quoi. Exact. Mais c'est un indicateur, on est bien d'accord, hein. Voilà. Et donc le jeu, c'est que tu te dis, voilà, j'ai 20, 25, 30 ans, je fais pas trop gaffe, quoi. Et puis à un moment donné, comme tu dis, tu commences à payer l'addition, quoi, vers 30, 35, 40, etc., etc. Et parce que les maladies de civilisation, elles sont très rares à 20 ans. Ah oui, complètement. Ça arrive, hein, clairement. De par justement peut-être une prédisposition génétique ou vraiment un lifestyle très 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 délétère, ça peut arriver. Mais en moyenne, si on regarde un peu les statistiques, les gros problèmes de maladie de civilisation, ils arrivent, on va dire, après 40 ans. 35 ans, c'est les premiers signes, on va dire. C'est-à-dire que tu sais, as la petite brioche qui s'installe, tu as un peu l'essoufflement à l'effort, tu dis, oh putain, je commence à vieillir là. Mais vraiment, les trucs un peu graves, ça arrive après 40 ans, quoi. Et là, en général, alors je dirais pas qu'il est trop tard parce qu'il est jamais trop tard. J'ai eu pas mal de personnes moi, qui ont suivi mes méthodes, qui ont fait machine arrière, qui ont fait un rétropédalage très cool. Mais on va dire que en moyenne, il est d'autant plus compliqué de revenir en arrière que c'est pris tard. Donc il faut idéalement se prendre soin de sa santé et de son corps le plus tôt possible. Comme ça, limite, il n'y a presque pas de curatif à faire. Un peu de maintenance et c'est OK, quoi. Exact. Mais clairement, il faut pas attendre, en fait. Hein. Faut pas attendre. Le meilleur moment pour prendre soin de sa santé, c'était hier et maintenant. Je te rejoins à 100%. Et par rapport aux enfants, c'est un peu un combat sur le côté que je mène doucement avec ma famille.
parce qu'il y a vraiment ce truc où mon fils, je veux lui donner les meilleures clés pour démarrer dans la vie. Parce qu'en fait, quand il pourra choisir, je le laisserai choisir. Et il peut déjà choisir certaines choses, tu vois. Mais il y a des choses sur lesquelles il n'a pas les moyens de choisir. Bien Typiquement, l'impact du sucre sur le système nerveux, sur l'attention, sur le système de la récompense, sur toutes ces choses qu'à 3, 4, 5 ans, tu ne peux pas comprendre et gérer. Ce n'est pas possible. Bah oui. L'impact du sucre, ce n'est pas possible à cet âge-là. Et donc, moi, j'ai dit non. Pas de sucre, c'est hors de question. Il en aura seulement quand il sera capable d'identifier ce que ça lui fait et de dire je choisis d'en prendre compte tenu du fait que je sais comment je vais être après. Donc ça veut dire que si je dois aller m'asseoir 2 heures sur un banc d'école, peut-être que c'est pas le meilleur moment pour prendre du sucre. Peut-être que si je vais jouer avec les copains dans la cour de récré et courir dans tous les sens, peut-être qu'il n'y a pas trop de problème si je prends un carré de chocolat un peu plus sucré que d'habitude, tu vois. Alors, je vais pas lui donner du sirop de grenadine et toutes ces bêtises-là qui n'ont aucun sens. Mais je pense qu'il y a vraiment cette idée, comme tu dis, de lui donner... tu sais, le microbiote, il se crée très tôt, toutes ces choses-là, le goût se fait très tôt. Donc, je te rejoins vraiment, mais à 100%. Et je vais bifurquer sur un truc, tu dis les gros problèmes arrivent plus tard, etc. Et il y a un truc qui m'a interpellé, c'est que tu as mentionné les allergies, la rhinite et l'acné. Alors moi, je sais que ça peut être lié à l'alimentation, excuse-moi, mais c'est très rare que les gens aient conscience que des problèmes de peau, de respiration, d'allergie peuvent être liés à l'alimentation. Est-ce que tu peux m'expliquer ça, nous expliquer ça, le phénomène et finalement à quel point l'alimentation peut avoir un impact beaucoup plus large que ce qu'on pense? Ouais, d'ailleurs c'est ma dernière vidéo, un peu de pub, j'ai fait une vidéo justement sur comment avoir une belle peau justement, parce qu'en fait la peau est le reflet de la santé clairement. Moi quand j'étais ado, j'avais de l'acné mais genre à profusion. D'ailleurs les mauvais copains m'appelaient la calculatrice pour dire à quel point j'avais des boutons partout. Alors oui, les gens vont dire oui, mais c'est normal, c'est les hormones, nanana. Oui, il y a une petite part hormonale, pourquoi pas, mais clairement, on va dire là aussi, toi, c'est un peu comme la génétique. Il y a la base, et puis il y a ce qui va exacerber en fait ta génétique, ce qui va allumer les compteurs ou les interrupteurs plutôt. Et moi, clairement, j'étais sur une alimentation qui était totalement contre-productive par rapport à mon acné, donc beaucoup d'aliments à index glycémique élevé, du lait de vache à profusion. Aujourd'hui, je m'aurais moi-même en consultation, je dirais, en fait, tout ce que tu fais là, c'est normal en fait. Limite, t'aurais pas d'acné, ce serait presque surprenant en fait, quoi. Donc ouais, non, la peau est clairement un indicateur de ton niveau de santé. D'ailleurs, moi-même aujourd'hui, quand je rencontre des gens, j'ai une petite déformation professionnelle, c'est que j'analyse assez rapidement leur corps et je vois en fait rapidement si ils ont un bon style de vie ou pas. Et je peux dire assez rapidement s'ils fument, s'ils mangent beaucoup de sucre, voilà. Parce que tout ça, on le voit en fait sur la peau, quoi. On parlait d'inflammation, effectivement, l'alimentation inflammatoire, elle va inflammer tout le corps, mais en particulier la peau. La peau est très sensible à l'inflammation. Elle réagit très rapidement. Donc, tu vois, des maladies comme l'eczéma, par exemple, ou le psoriasis, sont en grande partie liées en fait à ce que tu vas manger. Et ça, pareil, c'est pas forcément quelque chose qui semble normal. J'ai envie de dire, je vois pas le rapport en fait. Mais s'il y a un rapport, parce que si jamais tu manges des aliments qui sont inflammatoires, tu vas donc générer une inflammation à bas bruit, à bas grade, comme on dit, qui tout doucement en fait baigne ton corps. Tu as beaucoup de molécules inflammatoires. Et lorsqu'elles vont arriver au niveau de ta peau, en fait, elles vont se voir. Ce qui se passe dans ton corps, tu ne le vois pas en fait. Forcément, par définition, tu as toute ta chair, etc. Mais la partie visible de l'iceberg, c'est la peau. Et là, tu vas la voir en fait. Et typiquement, les gens qui ont des problèmes de peau comme l'eczéma, le psoriasis ou l'acné, par exemple, très rapidement, je leur dis voilà, arrêtez de consommer des aliments inflammatoires, diminuez votre consommation de sucre, etc. Et en quelques semaines, parce que c'est assez rapide, la peau elle a l'avantage d'avoir cette réactivité assez forte, en quelques semaines ça disparaît. Moi, c'était la première chose que j'ai soigné chez moi, c'était la peau. Mes autres problèmes sont arrivés après. Mais la peau, c'était le plus rapide. Avant, je prenais du Roaccutane. Pour ceux qui connaissent, c'est un médicament anti-acné qui marchait, mais qui éteignait les symptômes sans éteindre la cause, en fait, quoi. Donc oui, mes boutons disparaissaient, mais il suffisait que j'en prenne pas pendant, par exemple, 2-3 jours. Les boutons réapparaissaient, donc ça ne soignait pas l'acné, ça masquait en fait l'acné, quoi.
Et en fait, dès que j'ai arrêté d'en prendre, donc ça marchait pas. Et en plus, ça m'a séché toutes les muqueuses. J'avais la bouche super sèche, j'avais aussi les yeux secs, etc. Enfin, c'était une catastrophe en termes d'effets secondaires, c'est une catastrophe ce truc. Heureusement, j'ai arrêté d'en prendre relativement tôt. Justement, dès que je suis passé à l'alimentation santé, mon acné a disparu, j'ai arrêté de prendre du Roaccutane et hop, tout est parti, quoi. Donc c'est pour ça, dire aux gens, il y a de l'espoir aujourd'hui si vous avez des maladies de peau. Changez votre style de vie et vous allez voir, sans vous garantir, parce qu'on peut jamais garantir, mais vous allez voir que vous allez avoir un terrain beaucoup plus propice à avoir une peau en bonne santé. Je vais abonder dans ton sens avec l'histoire du Roaccutane, effectivement. Donc moi, mon frère, il a fait des cures et des cures et des cures, et malgré tout, comme tu dis, dès qu'il arrêtait, c'était reparti. Mais par contre, on avait le style de vie qu'on avait, quoi. Donc ça, on savait bien que c'était assez dingue. Et effectivement, moi, depuis que je mange mieux, ma peau, elle est très très bien. Et je suis assez content de ça. Et Pierre, notre connaissance commune, a soigné son psoriasis en arrêtant les céréales. Bah oui, Et il a dit logique. c'est du jour au lendemain, c'était dingue. Il a dit j'ai arrêté les céréales parce que en fait j'ai vu une vidéo qui en parlait et tout. Et en genre une semaine ou deux, alors que le psoriasis c'était comme tu le dis crème, machin, tout le truc et il y a rien qui Ah ouais. marchait. Moi, c'est ça un m'énerve truc- les gens qui se badigeonnent de crème pour l'eczéma, le psoriasis. C'est comme le Roaccutane en fait, c'est des leurres. On fait croire que ça disparaît en fait, mais en arrière-plan, c'est toujours là. Donc ça ne soigne rien du tout. Et après ça c'est un truc c'est notre manière de faire et c'est la manière de faire des médecins. Parce que quand nous on allait voir le médecin pour notre acné, il Oui, nous une donnait pilule. du Roaccutane. Mais Ouais. oui, c'est-à-dire qu'en fait, notre manière de faire en 2022, c'est tu as un problème, on va te donner quelque chose pour soigner la conséquence du problème. Mais la cause, personne ne veut s'y attaquer. Pourquoi? Tu sais, moi, Parce moi, que je connais- c'est plus excuse-moi, ouais. difficile. Non, vas-y. Mais Moi, moi, c'est je c'est un connais des combat médecins. que j'ai puissant, quoi. Je connais des médecins en fait. Ils me disent aujourd'hui, en fait, c'est simple. Hein. Ils sont formés pour faire de la prescription uniquement. C'est ça. Ils ont un patient qui arrive, enfin, je schématise, mais c'est un peu ça. Ils ont une colonne pathologie, ils ont en face le médicament donné avec la posologie, suivant le sexe, suivant l'âge, suivant les antécédents, etc. Mais c'est tout en fait. Aujourd'hui, ce sont des prescripteurs. Ils ne cherchent pas à soigner l'origine du problème. Et c'est extrêmement dommage parce qu'au final, en fait, ça ne fait qu'alimenter un cercle vicieux. Comme je disais, le Roaccutane, c'est un médicament avec des effets secondaires, mais c'est pas le seul. La plupart des médicaments ont des effets secondaires. Lisez la notice, vous verrez qu'ils ont tous des effets secondaires. Et qu'est-ce qu'on fait en général quand les effets secondaires deviennent trop forts? On prescrit un autre médicament qui va éteindre entre guillemets les effets secondaires et c'est le cercle vicieux de la surmédication à outrance où on prend des médicaments et à la fin on sait même plus pourquoi on les prend parce qu'en fait c'est dans notre habitude. On a notre petite pilulier à prendre tous les matins qui avec la pilule numéro 1, la pilule numéro 2, numéro 3 et on sait même plus trop au final pourquoi on les prend, mais c'est parce que juste on sait que si on arrête d'en prendre on va avoir nos problèmes qui vont revenir, mais en fait voilà quoi, on n'a pas soigné du tout la cause du problème. C'est pareil d'ailleurs avec le diabète du type 2, tu vois, le diabète de type 2 qui est une pathologie qui est relativement bien soignable aujourd'hui en changeant le style de vie. Et combien je vois de personnes en fait qui prennent des médicaments antidiabétiques alors qu'il suffirait juste de changer son style de vie, faire plus d'activité physique et voilà, en quelques mois en fait le diabète du type 2 c'est au revoir quoi. Ouais, parce qu'en fait, il y a une perspective que je voudrais poser dans cette vidéo avec toi parce que tu as le même recul et même plus que moi. En fait, on a une marge de manœuvre qui est beaucoup plus grande que ce qu'on pense avec le style de vie et l'alimentation. Donc, tu viens de nous dire qu'on pouvait guérir l'acné, psoriasis, eczéma, etc. ou en tout cas soulager largement les symptômes. Mais on sait maintenant que c'est le cas pour des maladies, comme tu disais, comme la fibromyalgie, Crohn, etc. Et la semaine dernière, j'interviewe un mec qui a guéri son cancer. Donc, ça veut dire que le corps, en fait, quand on lui donne un environnement, un terrain propice à guérir, il sait le faire. Il sait le faire. Et il sait le faire sur des choses beaucoup plus larges. En fait, c'est vraiment un truc, moi, je veux intégrer dans les consciences collectives, quoi. Parce que la conscience collective, et moi, j'ai grandi comme ça, c'est t'es malade, faut prendre un médicament et on verra si ça aide ou pas. Alors, je dis pas qu'il faut jamais prendre de médicaments. Il y a plein de fois où il faut. Encore récemment, j'ai fait une angine tonitruante et j'ai fait ma Oui, bien première sûr. prise d'antibiotiques que j'avais pas faite depuis 10 ans. C'était l'horreur, mais je l'ai fait et ça a été. Mais je dis pas qu'il faut pas la médecine. Je dis juste que avant, ou plutôt en complément, voyons ce qu'on peut faire. Le diabète type 2, c'est une maladie qui est 100% réversible. Complètement. Hein. Ah oui, là-dessus, il n'y a aucun souci là-dessus. Quoi. Contrairement au diabète de type 1 qui est un peu plus compliqué parce que voilà, il y a des causes plus profondes et plus techniques, on va dire. Oui. Le diabète de type 2, c'est clairement en fait de la résistance à l'insuline qui s'installe avec le temps
Et voilà, c'est pas genre le dimanche t'as rien et le lundi t'es diabétique de type 2. Ça marche pas comme ça. Hein. Ça s'installe vraiment. Et quand on creuse en fait le lifestyle des gens qui ont diabète de type 2, bah, en fait tout fait sens, quoi. Je veux dire, ce sont des personnes qui mangent, bah, voilà, comme on le disait tout à l'heure, les pâtes, l'alimentation transformée, qui sont très sédentaires, qui font pas attention à leur alimentation, etc. Et au final, c'est normal. Je veux dire, c'est normal. Donc oui. Ouais, et on peut revenir en arrière. Alors, on reprend notre fil conducteur parce que je trouvais ça très très cool tout à l'heure. Donc, tu nous avais fait le matin, le midi, et moi je serais curieux de te poser la question sur le soir et sur les collations surtout, parce que Ouais. le soir, j'imagine qu'en fait, le principe c'est que ça ressemble à midi en fait. Alors moi, alors ça dépend de chacun. Moi, le soir, j'aime bien manger relativement léger. Tu vois, tu me Mm. disais, toi, tu veux te casser le soir. Moi, je suis fatigué le soir naturellement. J'ai pas besoin forcément de prendre une alimentation qui va me casser. Le soir, j'aime bien manger light parce que je trouve que si j'ai une digestion qui est trop lourde, ça peut impacter négativement mon sommeil. Je suis Donc, d'accord. je mange des choses relativement faciles à digérer le soir. En général, le soir, c'est ambiance grosse salade, quoi. Mm. Euh, voilà, pour faire simple. Euh, et Et t'ajoutes des protéines quand même en tant que sportif, j'imagine? ouais. Alors moi, en termes de protéines, je vais mettre, ça va dépendre. Donc ça peut être soit, comme je disais le midi, ça peut être sardine, ça peut être à l'occasion un peu de viande, mais c'est très rare parce que j'ai du mal à trouver de la viande de qualité là où je suis. Et en Mm. plus, voilà, je préfère vraiment garder la qualité à la quantité. Des œufs, sinon. Je mange en moyenne 3-4 œufs par jour, donc ça peut être soit le soir, soit le midi, ça dépend. Ça peut être du quinoa, ça peut être du sarrasin. À l'occasion aussi, je mange un peu de fromage à pâte dure. Chose que voilà, je préconise pas forcément pour tout le monde, mais le fromage à pâte dure, en général, il a pas de lactose, donc ça se digère beaucoup mieux et s'il y a une meilleure digestibilité, il y a moins d'effets secondaires. Donc un petit peu de fromage à pâte dure à l'occasion. Voilà dans les grandes lignes. Je pense que c'est intéressant. Tu vas nous faire la collation juste après, mais ce que tu viens de dire, c'est moi je mange un petit peu de fromage à pâte dure, mais c'est pas ce que je recommande pour tout le monde. Et là-dessus, je pense qu'il y a vraiment pour moi, trois niveaux de façon de manger. Le premier niveau, c'est comme toi. Maintenant, j'ai guéri la plupart de mes problèmes, je vais bien et entre guillemets, je m'entretiens. Et donc, je peux me permettre des latitudes différentes. Le niveau 2, c'est je suis soit toujours en train de me battre avec des problèmes, soit je suis en train de changer doucement et là il faut que je sois beaucoup plus prudent. Et puis le niveau 3, c'est je suis en crise aiguë et là il faut que je sois strict. Si je veux m'en sortir, comme avec Fred qui a son cancer stade 3-4 et qui dit pendant des semaines, la seule chose que j'ai pu manger, c'était de l'entrecôte avec de sel de l'Himalaya. C'était la seule chose qui passait, qui ne me tordait pas de douleur. Après, ça a été ça avec des jus de légumes. Après, ça a été ça avec des jus de légumes et un avocat de temps en temps. Et tu vois, et il dit, mais tu vois, c'est comme l'histoire du pain. Tu vois, moi, je viens d'un intestin irritable. À l'époque, je mangeais une tranche de pain, 3 pâtes, n'importe quoi. J'étais en travaux pendant 3 jours. Mais vraiment, c'était terrible. Maintenant, mon corps n'a plus toute cette inflammation, n'a plus tout ce gluten le gluten, c'est vraiment quelque chose qui est sauf pour les cœliaques, c'est vraiment quelque chose qui a un truc d'encrassage, quoi. C'est un peu tout le temps et ton corps, il subit l'inflammation. Et tu vois, maintenant, si je vais chercher, on a un petit truc sympa qui s'appelle le pain quotidien chez nous. Je pense qu'il y en a un peu en France aussi, etc. Et on en a un dans notre ville et de temps en temps, on va se faire un petit déjeuner là-bas ou quoi. Et je prends un morceau de baguette avec du blé bio et du levain, tu vois. Et j'ai zéro conséquence. Alors, est-ce que c'est bon pour ma santé? Non, c'est sûr que non. Est-ce que c'est très bon au goût? J'adore ça. Je mets un peu de sel et un peu de beurre et un crack de sel. Je trouve ça fabuleux. Est-ce que si je mange ça tous les jours, ça va pas? Oui, bien sûr. En crise aiguë, j'aurais jamais pu. Tu vois? Et donc, je pense qu'il y a vraiment ces 3 stades où il faut savoir où on se trouve. Et puis, il faut identifier ce qu'on doit mettre de côté totalement, un peu, où on se dit qu'on a des latitudes. Tu vois, typiquement à l'inverse, moi si je prends un verre de lait en boîte, en brique, je prends un verre de lait, c'est terminé. C'est gaz, diarrhée, mal au ventre, c'est parti quoi. Alors que tu vois, sur une tranche de pain, je vais avoir un petit peu de marge de manœuvre, tu vois. Et ça, c'est un truc que je recommande vraiment, c'est identifier ce qui va fonctionner pour soi ou pas. Je sais pas si toi, tu as ce truc où tu dis non, ok, ça par exemple, je peux juste pas en manger, ou il faut vraiment que je fasse attention quoi. Je suis assez proche de toi sur tout ce que tu viens de dire, aucun souci. Et pareil, le lait, c'est un truc aujourd'hui
même en termes de goût, en termes de ressenti, ça me... Vraiment, c'est violent, quoi. J'en veux plus du tout, quoi. Donc, le seul produit laitier que je consomme, c'est un peu de fromage à pâte dure à l'occasion, c'est ce que je disais. Sinon, ouais, c'est pareil que toi. Le pain, j'aime pas ça, en fait. Aujourd'hui, je me suis totalement déshabitué du pain. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un peu le problème de beaucoup de francophones, on va dire. C'est l'habitude d'avoir du pain à table. Moi, c'est un truc que j'ai totalement éliminé de ma vie et je m'en félicite parce que c'est quelque chose qui n'apporte rien pour la santé, qui n'a pas beaucoup d'intérêt nutritionnel. Je suis entièrement d'accord. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. À l'occasion, et je dis bien à l'occasion, un bon pain aux céréales complètes avec notamment au levain, tu as très bien dit, parce que le levain, l'avantage, c'est qu'il y aura une prédigestion de tous les produits un peu potentiellement dangereux, comme enfin, problématique, comme le gluten. Hein. Quand on a un pain au levain, le gluten est en grande partie déjà absorbé par les microbes, par les bactéries qu'il y a dans le levain. Donc ça, c'est cool, mais par contre, c'est dur à en trouver. Le levain, c'est compliqué. Hein. Il faut trouver vraiment le boulanger qui sait faire ça. Ça s'est un peu perdu, malheureusement, le levain. Mais voilà, à l'occasion, pourquoi pas, un bon pain, mais ça reste extrêmement occasionnel, quoi. Après, moi, les petits plaisirs que je me fais, c'est vraiment... Allez, je vais dire, il y a un gâteau que j'aime beaucoup, c'est le cheesecake, qui est à l'opposé de ce qu'il faut manger. Tu vois, il y a du sucre, il y a des produits laitiers, il y a des céréales. Mais alors, le cheesecake, je sais pas, j'en mange peut-être une fois tous les 2 mois, quoi, et encore. Donc, ça reste tellement occasionnel. Cheesecake. Ça reste tellement occasionnel que finalement, ça a Ouais, aucune conséquence en fait. Ouais, et tu te le fais toi-même ou... Alors j'ai une version d'ailleurs sur le site de Bimove qui est une version 100% paléo, donc sans produits laitiers, sans céréales, sans sucre. Mais sinon en général, non, quand je prends un cheesecake, c'est typiquement je suis au restaurant, je vois sur la liste des desserts, cheesecake, moi je dis allez, petit plaisir, parce que c'est mon dessert préféré, quoi. Ouais, et ça c'est un truc dont on a parlé en off et je voudrais bien insister un peu. Toi, tu as une philosophie qui est 80-20. Alors moi, j'ai la philosophie qui est plutôt, comme je te disais, en fonction d'où j'en suis dans ma vie, tu vois. Mais par contre, toi, tu parles du 80-20, donc c'est la loi de Pareto qu'on connaît bien dans la productivité, etc. Tu peux nous expliquer le concept du 80-20 pour toi avec l'alimentation? Alors, je suis d'accord avec toi, en fait, c'est-à-dire que je ne préconiserais pas du 80-20 à quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est malade doit d'abord vaincre sa pathologie et ensuite adopter le 80-20. Mais effectivement, totalement d'accord, en phase aiguë, on n'est pas en 80-20, on est en 100-0, quoi, sans aucun problème là-dessus. Donc le 80-20, en fait, c'est se dire que oui, on va changer notre alimentation parce que pour avoir une alimentation santé, il faut fuir l'alimentation traditionnelle occidentale. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Par contre, on est d'accord que on a des amis, on a de la famille, on a des événements sociaux, on a des anniversaires, etc. Et il faut surtout pas se dire non, je vais pas à cette soirée parce que cette soirée il y aura du pain, il y aura de l'alcool, il y aura des chips, il y aura des morceaux de fromage. Du coup, désolé, j'y vais pas parce qu'il y a rien pour moi qu'à manger. Voilà, amusez-vous bien, bonne soirée. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement triste au final parce que faut pas oublier que la vie, c'est aussi s'amuser et prendre du bon temps. Donc justement, en fait, si jamais j'ai un événement social, je vais y aller. Après, forcément, si c'est tous les soirs, c'est là que ça devient problématique. Mais enfin, moi, dans ma vie, les événements sociaux, ce que j'appelle événements sociaux, donc c'est famille, amis, etc., c'est 3-4 fois grand maximum par semaine, quoi. Et c'est là justement que la loi des 80-20 fait écho, parce que 20% du temps, tu vois, si tu prends que dans une semaine, tu as 21 repas. Tu vois, 7 fois 3, 21. Ouais. Donc on a 21 repas, 20% de 21, ça fait grosso modo, avec un arrondi, ça fait 4 repas. Donc ça te laisse 4 repas dans la semaine en fait où tu peux faire un peu ce que tu veux parce que en fait tes 80% vont avoir un impact positif sur ta santé et les 20% si tu es sur un état de santé acceptable auront un effet marginal, on va dire, quoi. C'est ça. Et pour toi, dans ces 20%, c'est all inclusive ou est-ce qu'on fait quand même gaffe à certains trucs? Alors forcément, si tu fais une soirée où tu te déchires la tronche, tu bois 3 litres d'alcool, tu prends ah non, voilà. Faut que ça reste quand même dans la mesure du raisonnable. Après, forcément, il y a toujours des petits excès qui peuvent arriver à l'occasion. Je veux dire, bien sûr, c'est normal. Mais dans les événements sociaux, c'est juste manger comme la plupart des gens, ne pas se poser de questions si tu as un verre d'alcool, ne pas se poser de questions si tu as un petit four, parce que il y a du gluten sur le petit four. Oui, mais alors, attends, il y a un peu de fromage. Non, voilà. Ce que je dis en fait, les parenthèses sociales, c'est on ne se pose pas de questions, sauf pathologie particulière grave. Tu vois, genre quelqu'un qui est cœliaque, forcément, il n'aura pas le même écho que nous.
Mais sauf pathologie grave, en fait, tu ne te poses pas de questions et ça n'aura pas d'impact sur ta santé parce que ça restera minoritaire. Et les 80% du temps, donc les autres repas de la semaine où tu vas manger sainement, anti-inflammatoire, tu feras de l'activité physique, tu auras un bon lifestyle, ça va compenser très largement cette parenthèse négative. Je suis entièrement d'accord avec toi. La toute petite note que moi je fais là-dessus, c'est que je dis toujours, évitez juste que vous digérez pas. Parce que si vous digérez pas, le problème c'est que ça va pas s'arrêter au repas, ça va avoir des conséquences sur les jours suivants. Vous allez être plus fatigué, vous allez faire des moins bons choix, etc., etc. Donc typiquement, tu vois, moi j'ai été invité chez ma filleule, donc ses parents, et c'était repas pâtes, quoi, buffet pâtes. Et j'ai dit, écoutez, ça c'est très simple, je préfère vraiment jeûner. Parce que si je me fais un plat de pâtes, genre un plat de pâtes entier, je suis foutu pour 3 jours. Donc je dis ça, c'est pas la peine. Bon, en l'occurrence, c'était des amis proches, donc j'ai amené mes pâtes de courgettes et ils me les ont cuites et ils ont été super gentils. Mais là, j'aurais vraiment préféré manger juste à la limite la sauce ou l'accompagnement des pâtes, tu vois. Mais sur le reste, je suis entièrement d'accord. Je trouve que ces moments sociaux, ils doivent. D'ailleurs, ils font partie pour moi de l'évolution humaine et ils font partie de notre vie. Et c'est une erreur qu'on voit souvent, c'est s'exclure, se sentir exclu d'ailleurs, ou s'exclure soi-même de ces moments-là. Ce qui pose un problème à long terme en fait. Parce que court terme, tu vas le faire 3 semaines, 4 semaines, puis à un moment donné, tu vas devenir dingue et là, tu vas pas tenir le coup. C'est un truc sur lequel tu insistais, qui est que tu dois trouver un système, un mode de vie durable. Tu vois, moi, j'ai un programme, j'ai vraiment un gros programme sur l'alimentation où j'accompagne les gens, etc. Ça s'appelle Propulsion et dedans, c'est un des trucs, c'est une des étapes obligatoires. J'oblige les gens à aller faire des repas sociaux parce qu'en fait, le but, c'est un programme de perte de poids anti-inflammatoire. Et après X semaines, je dis voilà, maintenant, vous devez aller au moins une fois par semaine faire un repas. Ouais, forcez-vous. Il y en a qui veulent pas. Je dis non, allez-y parce que justement, vous allez apprendre à traiter le truc et on va en parler, on va faire du feedback. Parce qu'alors c'est, ouais, j'ai été là et j'ai mangé, par exemple, juste un dessert et c'était super. Je dis parfait. Oui, alors moi c'est l'inverse. J'ai complètement craqué, j'ai bouffé tous les féculents, j'ai bu de l'alcool, j'ai mangé le dessert et j'ai été malade 3 jours. Je dis, tu vois, voilà, ça c'est un bon apprentissage. Parce que le but c'est de kiffer pour moi, mais c'est pas de le payer pendant 3 jours non plus, tu vois. Et puis t'imagines en fait l'état d'esprit dans lequel tu es quand tu es chez toi, tu sais qu'il y a une soirée qui se passe, que tu es invité mais que tu vas pas parce que tu pas ce que tu veux en termes de nourriture. Imagine le mindset pourri que tu te crées, quoi. Tu te dis les autres s'amusent, moi je suis triste. En fait c'est ça la vie, c'est nul en fait, quoi. Ouais. Au final, certes, d'un point de vue nutrition, tu as respecté ta santé, mais d'un point de vue mental, tu es en train de la détruire. Donc au final, c'est pas viable en fait, quoi. C'est hyper intéressant. D'ailleurs, dans tes 4 piliers, il y a la gestion du stress et le mindset. Et ça, je pense que c'est totalement dedans, quoi. Ah bah complètement. Aujourd'hui, le stress chronique, typiquement, et le... Alors, quand je dis stress chronique, c'est au sens large. Ça peut être un stress qui peut avoir plusieurs vocations, enfin plusieurs origines, pardon. Mais tu vois, typiquement, la désociabilisation, la peur du lendemain, tout ce qui est peur en général, tu vois, ça te détruit en fait l'anxiété, ça te détruit ta santé à petit feu en fait. Le stress en fait, je ne vais pas te l'apprendre, hein, parce que tu l'as très bien évoqué sur tes vidéos, il n'a pour but que d'être ponctuel pour nous sauver la vie en fait, à la base génétiquement parlant. Il n'a pas pour but d'être installé. Quand il est installé en fait, c'est un brasier qui détruit notre corps à petit feu, quoi. Et l'anxiété, c'est une... il y a un lien direct avec l'inflammation en fait. C'est ça qui est assez fou, c'est à quel point l'inflammation renforce l'anxiété et l'anxiété renforce l'inflammation. C'est absolument terrible. Et comme tu disais, c'est cette histoire du gars qui est dans un mode de vie où voilà, il travaille la nuit et tu lui dirais la première chose à changer c'est de changer ton travail. Après on se rend compte qu'on n'a pas tous, je pense qu'on a tous des choses que l'on veut changer ou qu'on pourrait changer, mais on a tous un moment où on est prêt à le faire. Tu vois, même moi, dans mon alimentation, je me rends compte qu'il y a encore des trucs avec lesquels je me débat un petit peu, j'essaie d'améliorer et tout. Et il y a des changements, voilà, à un moment donné, tu es prêt à le faire ou tu n'es pas prêt à le faire. Mais là où j'aime ton approche, c'est ce côté, sur quoi est-ce que tu as de l'influence maintenant, tout de suite ? Voilà, typiquement, embarquer tes légumes surgelés et ta boîte de sardines, c'est un truc que tu peux faire. Tu vois, si tu le fais pas, je pense que c'est plus un état d'esprit d'excuse, parce que ça, c'est simple. C'est pas très cher. Tu vois, t'as pas cette excuse de l'argent, du temps, voilà, par rapport à la collation. C'est un truc qui revient beaucoup. C'est ok, mais si je mange pas un Snickers ou si je mange pas un croissant ou je sais pas ce que les gens veulent manger en collation. Moi, à l'époque, je mangeais des Kinder Bueno, des yaourts 0% et des galettes de riz au chocolat. Qu'est-ce que je peux manger comme collation qui serait à la fois pratique et anti-inflammatoire ? Alors, déjà, il faut se poser la question, est-ce que tu as vraiment besoin d'une collation ? Ça déjà, tu lâches le micro.
Parce que le problème de la collation, c'est qu'elle vient souvent en fait en palliatif d'un mauvais style de vie. Tu vois, on reprend l'exemple de la personne qui a mangé un gros pas de pâtes. Bon, le gros pas de pâtes, ok, ta digestion, t'es cassé, etc. Et puis tu vas avoir 2-3 heures après peut-être une hypoglycémie réactionnelle qui va arriver, donc tu vas avoir une chute de ta glycémie. Et tu dis, oh putain, j'ai un peu faim en fait, là les pâtes elles sont un peu loin, j'aimerais bien manger un truc, parce que du coup tu sens que tu es un peu en perte d'énergie. Et donc là en fait tu vas avoir envie de manger un encas pour compenser ça en fait, pour avoir ton shoot d'énergie. Mais en fait encore une fois tu résous pas le problème, en fait le problème de chute d'énergie c'est pas lié à toi, c'est lié à ce que tu as mangé quelques heures au préalable. Donc quand tu as une alimentation qui est relativement optimisée, qui est suffisamment riche en micronutriments, qui est suffisamment riche en tout ce que tu veux, pour moi, tu n'as pas forcément besoin d'encas. À l'arrière, je verrais des gens qui pourraient manger des encas, à l'arrière, pour les gens qui veulent avoir toutes leurs calories et qui mangent souvent peu, par exemple, sur les repas. Tu vois, quelqu'un qui veut faire, par exemple, du jeûne intermittent, donc qui saute le repas du matin, qui donc mange que, on va dire, entre midi et 20h, on va dire, et qui a plutôt un appétit de moineau, qui n'a pas un gros appétit, donc qui mange peu à chaque repas, pourrait avoir un intérêt à manger une collation dans ces cas-là pour pas être en déficit calorique. Mais par contre, quelqu'un qui n'a pas ces besoins-là, pour moi, il n'y a pas besoin d'encas. Tu vois, moi, par exemple, à titre personnel, je mange quasiment jamais d'encas. Parce que tu manges 3 fois par jour et ça suffit. Je mange même 2 fois par jour. C'est-à-dire que je fais très souvent le jeûne intermittent. Donc là, tu vois, au moment où on fait cette interview, j'ai pas mangé ce matin, par exemple. Hein. Il est quasiment 11h15, j'ai pas mangé depuis 20h la veille. Et là, j'ai pas faim, j'ai pas de problème d'énergie. Je pars au CrossFit dans 3 quarts d'heure. Je vais manger juste une banane avant pour avoir mon petit shoot petit coup de fouet, voilà. Mais c'est tout en fait. Wow. C'est tout. Mais non. C'est pour ça que l'encas, en fait, pour moi, c'est souvent une rustine en fait. C'est pas une solution, c'est une rustine. Donc il faut prendre le style de vie en général. Tu vois, et on parlait pareil des gens qui travaillent de nuit. Là, c'est typiquement des gens qui prennent des encas parce qu'ils veulent avoir le petit coup de fouet, etc. Ou qui prennent trop de café, tu vois, pour compenser. Bref. Donc, de la première question, il faut se poser comme question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un encas? Est-ce que j'ai envie de manger ou est-ce que j'ai besoin de manger? Ouais, j'ai fait une vidéo là-dessus sur l'identification de la faim versus l'envie de manger. Je trouve ça super intéressant. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, si vraiment tu as besoin d'un encas parce que tu fais beaucoup d'activités physiques, parce que tu fais du jeûne intermittent, parce que tu as des besoins caloriques plus importants, bah dans ces cas-là, en fait, il faut y avoir des encas qui sont nourrissants. Pareil, hein, c'est la même chose qu'un repas. Tu as des choses qui sont faciles à transporter parce que le but, c'est pas de te faire sortir ta poêle et ta casserole. Hein. Donc, il faut des choses faciles à transporter. Donc, ça peut être des oléagineux, par exemple, donc tout ce qui est amandes, noisettes, noix de Brésil. Pourquoi pas des graines de courge aussi qui sont excellentes en termes de micronutriments. Ça peut être, tu peux même d'ailleurs en faire toi-même des petites, tu sais, les energy balls que tu fais toi-même, genre le week-end par exemple, tu t'en fais pour la semaine. C'est bon ça en plus. Ça m'arrive parfois. Ouais, tu fais genre avec des dattes ou du cacao, etc. Donc tu fais des petites energy balls. Il y a 1000 et une recettes. Il faut taper energy balls sur internet. Il y a 1000 et une recettes. Et t'emportes ça du coup avec toi dans un petit tupperware au boulot ou quand t'as besoin. Et voilà, c'est beaucoup plus sain que d'aller manger un Snickers qui est rempli de sucre, de mauvaise graisse et qui va pas résoudre le problème aussi en soi, quoi. Donc voilà. Moi, je préconise ça. Donc oléagineux, petite energy balls maison, et ça peut être aussi tout bêtement un fruit, quoi. Tout bêtement, quoi. Un fruit, banane, pomme. Ouais, le fruit entier, quoi. Ouais. Voilà, entier. Okay. L'avantage moi, je suis assez partisan de la pomme, notamment. Alors, je sais que la pomme n'est pas le fruit le plus sexy du monde. Hein. Beaucoup de gens, quand ils voient la pomme. Ouais. Mais pour beaucoup de gens, j'en parlais avec je sais plus qui récemment, qui me disait en fait la pomme c'est triste en fait. je peux comprendre. Enfin, je partage pas cette idée-là, mais je peux comprendre. Tu vois, quand tu prends une pomme, tu prends un Snickers, c'est moins sexy, on va dire quoi. On est d'accord. Voilà. Ouais. Mais la pomme, le gros avantage, c'est que elle est beaucoup plus nourrissante parce que tu as la pectine, tu as les fibres. Tu as des bons sucres, tu as plein de choses qui font que tu vas avoir l'énergie va être envoyée très doucement dans le corps. Tu as un index glycémique qui est très très limité en plus. Ouais. Voilà, et c'est très nourrissant. Là, tu vois, une pomme, ça tient dans l'estomac. Tu vas parler de choses qui remplissent l'estomac, ça tient vraiment l'estomac, une pomme, quoi. Donc pour ça, à ce niveau-là, ça peut être une très très bonne alternative comme encas, quoi. Pour terminer, est-ce que tu pourrais résumer en une phrase ou en 3 conseils ou tu vois un truc vraiment genre allez, je sais pas par où commencer, votre interview, elle m'a passionné, mais dis-moi ce que je dois faire maintenant si je veux prendre mon alimentation, ma santé, excuse-moi, en main. Fais-toi à manger tout seul. Ok.
Mic drop, bravo, bravo, c'est excellent. Fais-toi manger tout seul plutôt que d'aller chercher ça dans une barquette Ce et dans sera une déjà un très bon sandwicherie, début, quoi. parce que même si jamais c'est pas idéal, tu auras déjà en fait l'amorce pour aller ensuite vers l'alimentation santé. C'est que, en fait, le faire de faire à manger, c'est que tu deviens acteur de ton alimentation. Ça a l'air de rien, mais se faire à manger, c'est un signe fort en fait aujourd'hui dans notre monde moderne. À l'époque, je sais pas si tu as ça dans ton coin, mais aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui commandent c'est un peu comme ça sur Uber Eats en fait, Bien des sûr. trucs tout faits. Ils ont ce réflexe de, en fait, la bouffe, c'est j'en ai besoin, mais ça m'intéresse pas en fait. C'est que voilà. Et ça, c'est pour moi, c'est le début de la fin en fait. Quand tu manges parce que tu as besoin, mais que tu t'intéresses pas à ce que tu manges, c'est pour moi la voie royale vers la maladie en fait, quoi. Parce que tu sais pas ce qui a été mis dans ton alimentation, tu sais pas quels sont les aliments qui posent problème, ceux qui vont être bénéfiques, tu sais pas, enfin, il y a plein de choses que tu ignores en fait, quoi. Et pour moi, se faire à manger, c'est déjà en fait un acte citoyen et un acte humain en fait. On revient aux origines en fait, comme disaient nos grands-parents, ils se faisaient à manger, il n'y a pas Uber Eats à l'époque, quoi. Donc voilà, et arrêtez d'acheter des plats préparés qui est un bestiaire de trucs mauvais pour la santé, remplis de sucre, de sel, d'exhausteurs de goût, de trucs merdiques. Donc voilà, première étape, refaire à manger soi-même, c'est déjà pas mal. Ouais, je te suis à 100%. Merci, c'était très, 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 très intéressant. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Il y a ta chaîne Bimove, ton site internet, c'est ça? Bah, bimove.com, donc bmoove.com, donc il y a 450 articles disponibles. Pas mal. Donc il y a de quoi faire. Et puis bah, la chaîne, ouais, Bimove, Bimove, BMOVE, pareil, vous trouvez ça rapidement sur YouTube. Je mets tous les liens dans la description. Merci beaucoup, Wilfried. C'était absolument passionnant. Avec plaisir.